Bien, nous allons maintenant terminer la session avec Désiré Manirakiza, qui a soutenu une thèse brillamment à Besançon, une thèse de sociologie du sport, et qui portait sur le football de rue dans un autre univers au Cameroun. Donc nous allons quitter l'Europe, nous allons nous rendre au Cameroun, et Désiré va nous montrer comment le sport peut être aussi un vecteur de promotion dans d'autres contextes, notamment sociaux ou politiques. À vous, Désiré, pour 30 minutes. Alors, merci beaucoup de me passer la parole. Bonjour à tout le monde. Merci pour le laboratoire C3S de m'avoir invité. Le titre de ma communication, c'est de l'espace sportif à l'espace professionnel et l'exemple du Cameroun. Alors, ma communication ne portait pas sur le sport professionnel ou le sport de haut niveau, mais plutôt le sport fait dans un cadre de loisirs. Et l'objectif ici est de montrer comment cette forme de sport, ce type de sport, une fois qu'il est accompli dans un contexte de rareté matérielle ou de sous-emploi, peut plutôt s'avérer une opportunité qui va permettre à certaines personnes de s'insérer professionnellement. Alors, la communication s'articule autour de trois éléments majeurs, hormis l'introduction et la conclusion. Le premier point, c'est de montrer comment, dans certains contextes socio-culturels, la relation, quand je parle de relation, je parle de connaissances, la relation est vue comme une compétence. Le deuxième point va montrer comment on peut utiliser le sport dans les stratégies de construction des réseaux de parrains. Et le troisième point va essayer de discuter la thèse souvent répandue en sciences sociales qui consiste à penser que le loisir, le temps de loisir est un temps de repos. Et ici, j'essaie plutôt de montrer comment le temps de loisir n'est pas un temps de repos, mais plutôt qu'il s'agit d'un temps de travail, comme tout autre. Et puis, je vais conclure. Alors, directement, il faut savoir que ici, depuis quelques années, en Afrique et au Cameroun en particulier, on assiste à une affluence importante des individus qui s'adonnent aux pratiques sportives. Et ce phénomène est généralement dynamisé par trois sports au Cameroun. Nous avons d'abord le football, le basketball et le jogging. Le football lui-même, il est subdivisé en trois sports, en trois variantes. Nous avons le 2-0. Il y a également les championnats de vacances et les championnats intercommunautaires. Le basketball, lui aussi, est subdivisé en deux catégories. On a le bombo, qui est pratiqué par les jeunes, et puis on a les clubs santé qui sont pratiqués par ce qu'on pourrait appeler les seniors, donc les vétérans. Et puis il y a le jogging qui est un sport fédérateur parce qu'il est pratiqué par plusieurs personnes. Alors quand on essaie de parcourir les espaces sportifs au Cameroun, on se rend compte que finalement l'engouement avec lequel les populations s'adonnent à leur activité sportive pourrait nous amener à dire, en paraphrasant le titre de l'ouvrage de Geoffrey Dumazetier, que la société camerounaise s'achemine vers la civilisation du sport. Et là, ce que je disais, ça peut se voir là, sur ces images. Vous voyez, la première image, c'est l'image des seniors qui jouent au basketball et leur maillot est significatif parce que le VBC, c'est le Vétéran Basket Club. Et de l'autre côté, vous avez le stade de l'Université de Yaoundé 1. Alors ici, tous les espaces qui se retrouvent sur ce stade sont occupés par un groupe important de jeunes qui vont essayer de se constituer en équipe. Donc ici, on voit que l'activité sportive occupe un nombre important d'individus. Par contre, cette augmentation de sportifs qui s'adonnent à leurs activités se déroule dans un contexte socio-économique bien particulier. Alors, il faut dire que quand je parle de contexte socio-économique particulier, ici, j'envisage de montrer comment il y a
une pauvreté ambiante qui caractérise le milieu dans lequel se développe ce sport. Alors, depuis 2001 jusqu'en 2007, les données de l'Institut national des statistiques indiquent que le taux de pauvreté n'a pas baissé. Il est passé de 40% à 39%. C'est-à-dire pendant 6 ans, vous voyez que le taux de pauvreté est resté presque le même. Et en 2007, sur une population estimée à 19 millions d'habitants, 7 millions de personnes vivaient dans les bidonvilles. Et ils vivaient avec, je vais dire, ils vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Alors, plus de 67% de cette population, de la population urbaine au Cameroun, vivait dans les bidonvilles à la même époque. Et en 2003, entre 70% et 90% vivaient dans les bidonvilles à Yaoundé. Et cette population, qu'elle soit urbaine ou rurale, a donc des difficultés à pouvoir avoir accès aux éléments de base comme l'eau, l'électricité ou la santé. Mais en fait, cette situation précaire de la population traduit d'une certaine manière la précarité du travail. Et ici, les chiffres sont édifiants. Alors, au Cameroun, plus de 90% de la population active se retrouve dans le secteur informel, dont on connaît d'ailleurs la précarité. Et là, nous étions en 2005. À la même période, plus de 69% des travailleurs gagnaient moins que le SMIC de l'époque, c'est-à-dire 23 500 francs CFA, ce qui correspond à 35 à sensiblement 36 € par mois. Et là, c'était en 2005. 75% des travailleurs étaient en situation de sous-emploi. Et on se rend même compte que cette informalisation du travail croît avec le temps. Parce qu'en 2012, on a estimé, sur une population active estimée à 10 millions d'habitants, seulement 5,8 occupaient un emploi formel, que ce soit le secteur public ou privé confondu. Toujours en 2007, seulement 6% de travailleurs déclaraient être affiliés à un système de sécurité sociale et moins de 8% de travailleurs possédaient un bulletin de paye et puis moins de 8 travailleurs sur 10 exerçaient également un emploi précaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, vous voyez que durant cette période où on a assisté à une dégradation de la situation économique, on a plutôt également assisté à l'augmentation des individus qui s'adonnent à la pratique sportive. Et ceci donc est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que finalement, si on essaie de parcourir la littérature, qu'elle soit occidentale ou africaine, on a tendance à considérer le loisir comme étant quelque chose qui renvoie à la richesse et non pas à la pauvreté. Et ici, les origines de ce phénomène indiquent cela avec éloquence, parce que le loisir a été théorisé, que ce soit par George Friedman ou par Geoffrey Dumazedier, comme quelque chose à quoi s'adonnaient exclusivement les travailleurs qui, une fois déshumanisés par le milieu professionnel, n'avaient que l'espace ludique pour pouvoir se reconstruire. Et ici, nous observons plutôt l'inverse d'une population plutôt au chômage ou dans une situation de travail précarisé, mais qui s'adonne plutôt au loisir, à la pratique de loisir. Et donc, ceci interroge. Et finalement, la question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir, dans ces conditions, comment est-ce qu'il faut rendre compte de la pratique sportive? S'agit-il uniquement d'un phénomène ou alors d'une action dont le seul but serait de répondre aux besoins sociaux de divertissement, ou alors le loisir a quelque chose d'autre ou est plutôt une réponse à une préoccupation existentielle? Et ici, je pose donc l'hypothèse en précisant que
Le sport loisir, dans un contexte particulier comme celui du Cameroun, est plutôt une ressource sociale et ne peut être totalement compris que si et seulement on essaye de regarder ce à quoi il donne en termes de relations, ou ce à quoi il débouche en termes de relations. Et ici, la notion de relation est très, très particulière, en tout cas lorsqu'il faut analyser la situation camerounaise. Alors, vous voyez sur cette image, c'est une image qui résume presque le premier élément sur lequel la relation est une compétence. Alors voici, c'est une image qui fait presque le tour des réseaux sociaux en Afrique, qui consiste à montrer comment le favoritisme, le copinage et le clientélisme sont des éléments de base sur lesquels s'organise l'embauche ou le recrutement dans les structures parapubliques en Afrique. Alors il semble qu'aux États-Unis, on demande plutôt, une fois qu'on va déposer le dossier, ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et en France, on demande quels sont vos diplômes. Mais plutôt en Afrique, on va demander, et au Cameroun en particulier, en fait, qui t'a envoyé? Cela suppose qu'ici, le diplôme est un élément, mais le diplôme s'avère impuissant s'il n'est pas, s'il n'est pas aidé par d'autres éléments qui sont d'ordre de la relation. Ici, donc, la relation est très importante. Mais si vous êtes donc finalement dans une société où la relation est importante, il faut donc pouvoir trouver cette relation. Parce que la relation ici, en question, c'est l'ensemble des personnalités influentes qui sont capables de faire ou de défaire votre carrière ou au-delà même de votre carrière et qui, une fois qu'ils décident de vous aider, sont capables de vous projeter ou de vous sortir de nulle part pour vous poser en haut de la société. Alors, pour les Camerounais, la relation est une compétence. Il y a suffisamment d'éléments, que ce soit des chanteurs qui essaient de montrer que même à l'hôpital, si vous n'avez pas de relation, on va vous laisser mourir. Vous voulez chanter, vous n'avez pas de relation, vous êtes mort. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, donc, finalement, on montre que la société camerounaise est une société de pistons. Pas de pistons, pas d'évolution. Et le système politique a eu la compétence que le système politique actuel a pu avoir, c'est qu'il a réussi à convaincre tout le monde que finalement, le sous-emploi est l'entrepreneur de son propre devenir. Si vous ne parvenez pas à trouver votre emploi, ce n'est pas nécessairement parce qu'il n'y en a pas. C'est parce que vous êtes dans le mauvais réseau et il vous faut donc chercher le bon réseau pour pouvoir vous projeter en haut de la société. Mais comment donc trouver le réseau qu'il faut pour pouvoir être projeté en haut? Et ici, donc, le milieu sportif offre un cadre important. Il offre un cadre important parce que le sport en Afrique défie la théorisation de Pierre Bourdieu, selon laquelle il y aurait des sports de riches et des sports de pauvres, et que finalement les sports populaires comme le football seraient un sport de pauvres, pendant que les sports médiatisés seraient plutôt des sports de classe favorisée. Alors, sur la première image, c'est une image que je tire de la société burundaise. Et le joueur qui est à l'attaque, c'est le président de la République du Burundi, qui est en train de jouer au football dans un championnat de la place, un championnat populaire. Et de l'autre côté, le monsieur, c'est l'opposant historique au Cameroun, au régime Paul Biya. C'est John Frundi, le plus grand opposant politique, donc, qui gère tout un tas de structures. Et donc ici, le milieu sportif offre une capacité à ceux qui cherchent des pistos à pouvoir rencontrer ces individus les plus puissants et donc finalement de pouvoir leur poser un certain nombre de leurs difficultés. Et là, finalement, on voit donc que l'individu, en allant faire du sport, le jeune Camerounais, en se levant le matin et en allant faire du sport, il n'y va pas uniquement juste pour jouer. Il y va également pour trouver une réponse à une préoccupation existentielle qui est la sienne. Et ici, je vous cite l'entretien de l'un des jeunes que je rencontre qui me dit, alors, évidemment que dans les clubs des vieux, quand il parle de clubs de vieux, il parle de clubs des seniors, que les jeunes y vont davantage pour jouer, mais davantage aussi pour se positionner.
et qu'il y a des jeunes qui, après le match, ils essaient de poser leurs problèmes à leurs aînés et qu'il y en a qui ont pu trouver du travail en mobilisant effectivement les réseaux de relations qui s'étaient construits sur le terrain. Et donc ici, on voit que les relations qui se construisent sur le terrain vont au-delà de l'espace sportif. Ici, le lieu sportif permet tout simplement d'espérer des rencontres qui seraient difficiles si on était dans un autre contexte. Alors, le troisième élément, parce que comme on a déjà pris beaucoup de temps, je vais essayer d'être bref. Donc, le troisième élément, c'est de montrer finalement, après tout ce que je disais, que le temps de relation, le temps de loisir n'est pas un temps de relation. Comme je le disais tantôt, Geoffrey Dumazedier pose effectivement que le sport ou le loisir est une activité exclusivement destinée à la récréation. Donc, on va dans le sport juste pour se récréer, parce qu'autre chose, on l'a fait au niveau du bureau. Mais ici, avec l'exemple camerounais, on se rend compte plutôt que c'est impossible. C'est impossible parce que les individus qui ont des problèmes dans leur vécu quotidien, ces problèmes ne disparaissent pas une fois qu'ils sont sur le terrain de football. Ils traînent toujours la société et en faisant le sport, c'est mieux. Mais si on peut faire le sport et également pouvoir s'insérer professionnellement, ce serait mieux. Et ici, je vous lis également cet entretien que j'ai eu avec un propriétaire d'une agence de voyage qui était sur le terrain de football. Il dit, ici, dans notre club, il y a des personnes, il y a des responsables dans l'administration publique, que ce soit des directeurs généraux ou alors des opérateurs économiques qui peuvent aider à positionner des jeunes. Il continue en disant, certains d'entre eux sont dans la haute administration et certains d'entre eux qui sont dans la haute administration peuvent aider des jeunes qui sont respectueux, ici, c'est important de le préciser, qui sont respectueux à pouvoir s'inscrire dans les grandes écoles. Parce qu'au Cameroun, vous pouvez faire l'université, mais sans avoir un concours dans une grande école, il devient assez difficile de pouvoir espérer trouver de l'emploi. Et il continue en disant que lui-même, il a une agence de voyage et que s'il a une place dans son organisation, il ne peut pour rien au monde donner du travail à quelqu'un d'autre alors qu'il y a un collègue qui joue avec lui qui a le profil. Mais ici, on voit très bien que c'est dans l'ordre des souhaits. Le premier qui dit les jeunes vont faire le sport parce qu'ils espèrent, et celui qui dit si j'ai un poste, je l'offrirai à mon collègue, c'est dans l'ordre des souhaits. Mais il existe des expériences, lorsque j'étais sur le terrain, des individus qui reconnaissent effectivement avoir pu trouver du travail, qui acceptent avoir pu s'insérer professionnellement, tout simplement en mobilisant leur raison de parrain. Ici, je donne l'exemple de Justin. Alors, Justin, il était stagiaire dans une organisation, enfin, dans une entreprise d'audit. Il dit qu'il a eu son premier emploi uniquement parce qu'il a su jouer et satisfaire son collègue, son directeur général. Son directeur général parce que le club, c'était dans un contexte de football amateur, mais il se trouve que l'équipe du responsable était menée. Et lorsque Justin a pu remplacer son patron et qu'il a pu marquer un but, le patron était tellement content que le lendemain, il a signé plutôt le contrat de Justin de façon définitive. Alors ici, on peut dire qu'il y a une exagération parce que Justin, de toutes les façons, il n'a pas pu avoir le contrat parce qu'il a su jouer. Mais le fait qu'il a pu être dans le même réseau et dans le même réseau que son patron, le fait qu'il a pu bénéficier et le fait qu'il a pu exprimer par sa sportivité une compétence que le patron n'avait pas,
a donné un plus sur son capital humain qu'il avait, puisqu'il avait déjà les diplômes suffisants. Mais cet élément a été un accélérateur. Et je vais donc donner un autre exemple, l'exemple de Déo. Ça, celui-là, il m'a donné un entretien sous forme de récit de vie, qui est extrêmement long. Donc là, j'ai choisi juste un extrait. Alors, il dit qu'il avait rencontré Frédéric sur le terrain de tennis. Alors, Déo était un entraîneur de tennis, mais il jouait également au tennis. Sauf que Frédéric, lui, il lui demande effectivement de le coacher sur le terrain et que lui, il va le coacher dans la vie sociale. Et Frédéric, il est directeur de l'audit interne. Et du coup, la boîte dans laquelle il travaille, là nous sommes en 2010, lance un appel à candidature. Mais puisque Frédéric n'a pas pu voir en consultant les dossiers qui ont été déposés, il n'a pas vu le dossier de Déo, il l'appelle pour lui demander de lui envoyer le dossier. Ce que le concerné va faire, et il est convoqué pour l'entretien. Sauf que quand il entre pour passer l'entretien, il se rend compte que parmi les directeurs qui vont s'entretenir avec lui se trouve Frédéric, donc la même personne qu'il a appelé pour déposer le dossier. Frédéric ne va pas poser la question, mais après, il passe son entretien naturellement et son contrat est signé. Et Frédéric, j'arrive à le rencontrer, il me fait comprendre que ce que Déo oublie de me raconter, c'est qu'il n'était pas le premier à la fin des auditions. Donc, il n'était pas le premier à la fin des éditions, c'est-à-dire qu'il a pu bénéficier effectivement de l'aide, comme il l'avait promis, de Frédéric. Alors ici, juste ce qu'on peut voir, c'est que pour ce recrutement et pour bien d'autres, parce que j'ai sélectionné juste quelques éléments d'entretien, et pour bien d'autres, ici, le capital symbolique et le capital social sont très importants. Le capital symbolique ici, c'est cet ensemble de relations que l'individu a, mais en même temps la qualité de ces relations et la possibilité que ces relations puissent accepter de mobiliser leurs ressources au profit de l'individu. Et ceci discute d'une certaine manière, ou si vous voulez, nous replonge au cœur du débat qui existe depuis les travaux de Bourdieu, qui essaie de montrer qu'en fait, le capital social n'a pas d'effet propre parce qu'il vient doubler les effets des deux premiers capitaux qui sont le capital culturel et le capital économique. Mais ici, nous voyons à travers l'exemple de ces individus qui parviennent à se construire des raisons de parrain, de mentorat sur le terrain, qu'il est également possible que le capital social puisse avoir un effet propre. Et ce que nous venons de voir également nous replonge au cœur de la force des liens faibles, comme le disait effectivement Granovetter, en montrant que lorsque l'individu n'a pas un lien, n'a pas un soutien à l'intérieur de sa famille qui constitue ses liens forts, il peut toujours espérer sur la diversité de ses liens faibles, parce que cette diversité de liens faibles est également riche en termes de la qualité d'information, ainsi de suite. Alors, pour conclure, on peut dire que si le sport de loisirs est développé dans un contexte d'indigence, il se révèle être une ressource ou alors un jeu aux enjeux multiples. Ce n'est pas seulement une question de taper dans un ballon, c'est aussi une question de répondre ou de chercher des solutions à ces différents problèmes. Ici, donc, on voit très bien que le temps passé sur un espace sportif n'est pas nécessairement un temps de loisir. Il s'agit également d'un temps de travail au sens propre du terme. Et ici, ce qu'on peut également voir, c'est que finalement, la notion ou le modèle ou la réussite, la volonté de la réussite par le sport ne concerne pas uniquement le sport professionnel. Il concerne également les sports des loisirs. Ce n'est pas seulement en allant jouer dans un club de première division qu'on peut espérer réussir sur le sport, mais c'est qu'en jouant également dans un même club que le ministre ou que tel directeur général, on peut réussir à s'insérer professionnellement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Désiré, de nous avoir introduit
cette dimension supplémentaire du sport comme vecteur de promotion sociale. Alors, to respect lunchtime, this communication will be discussed this afternoon in workshops.